Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Ça dépend juste de l'endroit où vous vous trouvez. C'est un réel plaisir de vous trouver dans le cadre de notre nouvelle émission avec aussi l'appui de Green TV. Comme vous le savez, Green TV est une nouvelle chaîne de télé consacrée à l'analyse de l'actualité nationale et internationale. Elle s'active dans l'étude et le développement de sujets indispensables au développement éducatif, religieux, économique, sanitaire, social, environnemental, sportif, historique et entre autres. La chaîne est consultable actuellement sur YouTube ainsi que dans les réseaux sociaux. Cette innovation est issue d'une réflexion mûrie par d'intellectuels et de professeurs et professionnels engagés, dynamiques et visionnaires du groupe de recherche et d'initiative de la famille indienne. Donc, c'est le GRIP. Donc, très chers spectateurs, donc sachez que nous avons jugé nécessaire de démarrer cette toute nouvelle émission intitulée Horizon du savoir, qui va avoir vraiment des objectifs d'analyser en profondeur tous les sujets spécifiques et puis qui touchent l'actualité de notre pays en d'autres termes. Donc ici, comme vous le savez, nous aurons à peu près la possibilité d'aborder de rares thèmes et parmi lesquels nous en avons un aujourd'hui qui nous porte très à cœur. Dans ce premier numéro d'Horizon du savoir, nous parlerons et de bonne guerre de l'histoire de la famille indienne. Il nous sera donné durant quelques bonnes heures de retracer l'histoire de cette famille et parler de sa position dans le domaine islamique ici au Sénégal et partout dans le monde. Pour mieux connaître et découvrir cette famille religieuse aux multiples tentacules, depuis le Salim jusqu'au Cayor, nous avons choisi le prétexte de la production littéraire, donc du docteur Hassan Djeguen, qui est un petit-fils de la dite famille. À travers cet ouvrage soutenu, nous nous promènerons dans les secrets de l'ouvrage et aussi dans cette famille. Chers téléspectateurs, ici, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau le docteur Hassan Djeguen même, auteur de l'ouvrage Tafsir Ahmadou Barou Ndiéguène, parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane. Et l'ouvrage est publié aux éditions Harmattan du Sénégal en mai 2019. Donc, en guise de présentation de l'invité, Dr Hassan Djeguen est un chercheur dans les domaines de la physique et de la microélectronique. Il est co-auteur d'un brevet et de nombreux articles scientifiques, dont un qui a remporté le titre de Outstanding Paper devant les meilleurs experts du monde. Passionné de sciences religieuses, d'histoire et de philosophie, il est conférencier dans certaines cérémonies religieuses. Il est l'auteur de l'ouvrage, comme on l'a dit tantôt, Tafsir Ahmadou Barou Ndiéguène, parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane. Livre sorti aux éditions Harmattan et préfacé par le professeur Ibader Thiam. Il a été intégré par le professeur Ibader Thiam lui-même dans le comité de pilotage et de rédaction de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Donc, permettez-nous de recevoir ainsi cet illustre docteur en chaire, donc pour ses nombreuses recherches et puis ses savoirs incommensurables. On aurait bien aimé le dire. Bonjour, docteur Hassan. Bonjour Pape Modici, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent donc, à travers le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier infiniment pour m'avoir invité à présenter donc, notre ouvrage Tafsir Ahmadou Barou Ndiéguène, parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane. Alors en résumé, dans cet ouvrage, préfacé par le professeur Ibader Thiam, nous avons essayé d'édifier tant bien que mal l'histoire et le parcours donc peu connu des érudits de la famille Ndiéguène de Thiès, donc au Sénégal, ainsi une analyse scientifique approfondie sur le plan historique, géographique, économique et religieux depuis le XIe siècle, donc a permis de mettre en évidence les ingrédients qui ont contribué à la fondation donc, de la cité religieuse de Keur Mame El Hadji de Thiès, donc par Tafsir Ahmadou Barou Ndiéguène. Donc il faut savoir aussi que cette cité donc, fait partie des plus vieux bastions religieux du Sénégal, donc en plus
de cette étude, il a été aussi question donc d'évaluer l'impact des enseignements exotériques et ésotériques, donc de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène et de ses enfants sur l'évolution en fait de la sphère socio-religieuse sénégalaise, bien sûr en mettant le focus sur la ville de Thiès. Et enfin, cette étude qualitative hautement symbolique a permis de comprendre l'évolution typique d'une famille religieuse authentique de l'Afrique de l'Ouest, de sa naissance à son épanouissement. Ok, parfait. Merci, docteur. On va directement entrer. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose avant qu'on ne passe dans les questions? Non, ça va aller. J'attends avec impatience vos questions. Ok, parfait. Moi, je vais aller directement droit au but. Et puis, ma première question sera exactement qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'intellectuel ou bien qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Merci, Pape Maudit. Pour cette question, alors, pour vous faire part de mes motivations, je vais commencer par vous raconter une anecdote, à savoir, un jour, j'ai discuté avec une personne qui m'est très proche, et je lui disais, mais vous savez, je ne comprends pas, comment se fait-il que chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, il y a des cérémonies religieuses de tout genre, donc au sein de la cité religieuse d'Indjéguène. Eh bien, savez-vous ce que cette personne m'a répondu? Elle m'a dit, mais yow tamit en wolof, elle m'a dit, c'est juste que toi, tu ne connais pas qui est réellement finalement ton arrière-grand-père, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, ni même ses aïeuls, ni même ses enfants, ni même l'essence de leur mission. Et elle en rajoutant, donc en me disant que tu ne connais pas finalement tout simplement ton histoire. Je ne sais pas, moi, je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais vous l'aurez compris, en fait, sa réponse ne m'a pas du tout laissé indifférent, et ceci m'a poussé par la suite donc, à faire une méditation et à réfléchir longuement sur ces réponses. Et pourtant, c'est fou parce que sans le vouloir et sans le savoir, que je le veuille ou non, nous avons et nous participons encore à ces campagnes, donc ou activités religieuses que j'avais tendance finalement à minimiser. Et puis, il y a eu des questionnements qui se sont enchaînés sur le plan historique, économique, géographique, social, culturel et autres. Comme par exemple, pourquoi Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène a-t-il quitté sa douce au royaume du Nukman, où il avait tous les privilèges de ce bas monde, pour aller à la recherche du savoir, loin de chez lui, à Rufisque? Quelle était sa dimension spirituelle? Quelle place avait-il au cœur de la population et de l'administration, par exemple? Pourquoi à 200 mètres ou à 300 mètres de la maison d'un érudit de l'islam comme Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, il y a un internat catholique? Et puis alors, il faut le souligner, jamais cohabitation au sein donc d'une cité religieuse donc n'a été donc plus multiculturelle et multiconfrérique, si on peut dire, au Sénégal, d'autant plus que le périmètre de la cité religieuse de Kemam El Hadj n'est pas si petit que ça quand même. Enfin, je veux dire des choses qui sont vraiment atypiques. Pour finir sur ce point, Pape Maudit, donc nous n'avons pas écrit ce livre pour glorifier ou relever le niveau intellectuel de qui que ce soit, en fait, ou même pour concurrencer qui que ce soit sur le plan intellectuel. Mais encore une fois, c'est un devoir de mémoire que tout un chacun doit accomplir, et de passage, ceci constitue une réponse aux journalistes qui m'avaient déjà posé la question, à savoir, est-ce que vous avez écrit ce livre pour essayer de mettre la famille Ndiéguène, dont vous faites partie, au devant de la scène? Merci, docteur. Là, vos motivations sont très claires et puis elles sont d'une lucidité extrême. J'aimerais savoir, parce que quand vous parlez un peu de ce glissement de sens allant d'un scientiste vers un religieux, cela ne doit pas être très simple. Donc, c'est pourquoi j'aimerais savoir exactement quels ont été pratiquement les problèmes auxquels vous avez été face. Est-ce qu'il y a eu des motivations supérieures? Quand je parle de motivation supérieure, qu'est-ce qui a été vraiment à l'origine? Est-ce qu'il y a eu des problèmes rencontrés par rapport à l'écriture, ou quels ont été les défis, ou l'ouvrage vous a pris à peu près combien de temps pour vraiment sa conception et sa réalisation? Alors oui, merci Pape Maudit.
Dans le fond, avant toute chose, donc je tiens à souligner que c'est quand même c'est un travail d'équipe, car sentant le besoin, toute la Hadra Ndiéguène de Thiès, en fait, s'est levé tel, donc un seul homme derrière son khalife général actuel, El Hadji Mounir Ndiéguène, pour mener à bout ce travail fastidieux et donc difficile. Je le rappelle encore, cette équipe a eu la chance de bénéficier donc de l'aide d'éminents chercheurs en histoire, donc comme le professeur Ibadir Thiam, qui a préfacé le livre, d'autres personnes comme Céline Pategui, donc de Montréal, ou le docteur Malé Fofana de Sherbrooke n'ont pas été du reste aussi. Alors, à partir de là, vous pouvez vous imaginer que les difficultés ont été quand même moindres. Il y en a eu, mais ça a été quand même moindre. Mais en fait, comme le dit Maître Ibrahim Ndiéguène, donc Ibn Imam Ousseynou Ndiéguène, donc dans l'avant-propos du livre, en fait, pour organiser ce travail de fourni qui a quand même duré près de 3 ans, hein, nous avons usé au maximum des possibilités offertes par donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci nous a un peu quand même facilité la tâche, car les différents membres de l'équipe donc, qui ont donc eu à travailler sur ce projet résident dans des pays très, très éloignés les uns des autres, en fait. Donc, que ce soit au Sénégal, en Italie, en France ou au Canada, ici au Canada. Donc, nous ne pouvons donc aussi mettre de côté les aléas de la vie, car la plupart donc, des pages donc, de ce manuscrit ont été écrites dans des moments qui sont habituellement donc réservés pour le repos du corps et de l'esprit. Donc, pour dire que ce sont finalement des travailleurs, des pères de famille, donc, qui ont sacrifié de leur temps libre donc, pour donc mener à bout ce travail fastidieux. Et puis, dans cette organisation, donc, les informations ont été collectées au Sénégal par des hommes de terrain, hein, via des enregistrements audio ou des documents d'archives provenant des membres et disciples de la famille Ndiéguène, mais pas que. Donc, ceci mérite d'être précisé. Ensuite, ces innombrables données ont été stockées dans une base donc, de données exploitées comme il se doit avec un professionnalisme exemplaire. Nous avons également effectué donc, des recherches approfondies hein, dans les archives diplomatiques de la ville de Nantes, donc en France. Mais c'est sûr, hein, c'est un premier ouvrage, donc il y a eu beaucoup de recoupements, mais aussi de divergences entre sources orales et écrites, hein, donc de manque d'informations au niveau du Saloum, de la ville de Rufisque et même au niveau de la région de Thiès. Hein. Bref, donc pour finir, c'est un livre d'histoire, donc on ne peut pas réinventer la roue, mais très très souvent, donc un raisonnement donc, scientifique et logique donc, a permis de trouver des solutions cohérentes. Donc, voici l'ouvrage que j'ai reçu de vous. Et puis, donc, on ne finit jamais de le lire et puis de l'adorer. Donc là, je vois Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane. D'où vient le titre? Pourquoi ce titre? Oui, merci Pape Mori. Écoutez, on aurait pu naturellement utiliser Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, donc parcours d'un missionnaire de la religion musulmane, tout simplement parcours d'un missionnaire de la religion musulmane, parce que ses ancêtres étaient donc des missionnaires de génération en génération, en fait. On a glissé le mot atypique dedans parce que, contrairement à ses ancêtres, il a carrément délaissé des conditions royales pour continuer la mission de ses ancêtres et donc loin de son lieu de naissance, en fait. Et puis, c'est ça, on le verra peut-être dans la suite, mais son parcours du Ndoukoumane donc jusqu'à la ville de Thiès a été à tout instant un sacrifice et un défi qu'il releva avec brio, tout simplement. Ok, parfait. Donc, mais en général, j'ai comme constaté quelque chose. Donc, l'histoire des plus grands chefs religieux est liée à l'islamisation de l'Afrique occidentale.
Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Pourquoi ce lien? Qu'est-ce qui fait cela selon vous? Alors oui, ben, sous forme de résumé, hein, ben, en ce qui concerne l'islamisation de l'Afrique noire occidentale, en fait, la progression, ben, elle s'est faite lentement, mais sûrement, ben, comme le décrit l'ouvrage, finalement, éclairer l'obscurité, les Noirs et les Nord-Africains, donc selon l'islam de Habib Akandé. Ben, il faut savoir que cette islamisation débute donc à la fin de règne de la dynastie des Diaogo. Hein, donc c'est vers 1000 après Jésus-Christ au Tekrour, comme on peut le voir dans l'ouvrage Village de l'ancien Tekrour, recherche archéologique dans la moyenne donc de Bruno Chaban. Mais rappelons que le Tekrour se trouvait dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc ça mérite d'être rappelé. Et puis, eh ben, le Tekrour, ben, cet empire donc, a atteint son apogée lorsque le souverain du Tekrour, Ouadjabi, s'est converti à l'islam vers 1040. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Ben, il convertit ou il imposa à son peuple ben, l'islam. Donc, comme nous le rapporte l'historien El Bekri. Le Tekrour qui était sous la tutelle du grand empire du Ghana ben, tomba finalement ensuite entre les mains des conquérants almoravides, qui est donc un mouvement né de la dynastie berbère sanadjienne, donc sous les idées de leur chef fondateur, Abdullah ibn Yassin, donc, qui était leur chef spirituel, qui est mort en 1059, et aussi de Yahya ibn Omar, donc, qui était un chef de guerre, qui est mort en 1056. Et le royaume du Tekrour devint par la suite une porte d'entrée, donc un allié des Almoravides qui, avec Abou Bakr ibn Omar, donc, qui est le frère de Yahya ibn Omar, s'empareront donc de la capitale de l'empire du Ghana, Kumbi Saleh, qui était réputée être vraiment imprenable, et ceci donc en pillant et saccageant la ville en 1077. Ensuite, des ruines de l'empire du Ghana naquit l'empire du Mali, donc, qui a été fondé par Sundiata Keïta, que nous connaissons tous, et qui a son apogée sous le règne de Kankou Moussa Keïta de 1307 ou 1312 à 1332, se limiter du Cap-Vert à la boucle du Niger et du Sahara à la forêt équatoriale. Alors, il faut voir que sous l'impulsion donc, de Kankou Moussa Keïta, l'Empire du Mali participa grandement à l'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Hein. De plus en plus de mosquées, de bibliothèques et de lieux d'apprentissage sont construits, et des milliers d'érudits ne cessent d'être formés déjà à cette époque. Puis par la suite, l'Empire du Mali connut donc, son déclin après la mort donc, du Mansa Suleiman vers 1360, et donc là, place maintenant au plus grand empire que l'Afrique n'ait jamais connu, l'Empire Songhai, qui est issu donc du petit État de Gao, qui était une cité vassale donc, de l'Empire du Mali. Et puis, ce petit État deviendra, sous l'impulsion de son puissant chef de guerre et souverain Soni Alibert, le plus vaste empire qu'ait connu l'Afrique, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, à son apogée, l'Empire Songhai s'étendait bien au-delà des limites de l'Empire du Mali. Donc, à la mort et puis à la mort de Soni Alibert en 1492, donc l'un de ses lieutenants, Mohamed Touré, donc, connu sous le nom de Askia Mohamed, alors âgé de 50 ans, prit le pouvoir en défaisant le fils de Soni Alibert du nom de Soni Baro. Et bien là, ainsi naquit la dynastie des Askia, donc qui établit la loi islamique avec l'aide des savants de l'Empire Songhai. Et puis cette dynastie ouvrit des écoles, des bibliothèques et même une première université islamique, élevant ainsi l'Afrique occidentale au rang des plus grands centres de savoir islamique du monde, vers donc le 16e et le 17e siècle. Et puis, finalement, après la chute de l'Empire islamique Songhai, arriva le temps des réformes religieuses en Afrique de l'Ouest. Et puis, le soufisme gagna de plus en plus de terrain avec l'apparition de quelques confréries. Et ce sont finalement, après ces confréries, soufis qui, plus tard, établiront à travers leur développement l'autonomie religieuse de l'Afrique noire occidentale. D'accord. Donc, nous avons eu droit à vraiment un résumé quand même historique de ce qu'on a pu appeler l'ascendance
religieuse et puis islamique par rapport aux familles religieuses en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, pour en revenir un peu à notre zone par rapport à notre étude spécifique parlant un peu de la famille Ndjegen. Donc, docteur, j'aimerais savoir, par exemple, si vous aviez à nous faire un bref résumé géographique. Donc, comment pourriez-vous, par exemple, nous expliquer l'itinéraire des Ndjegen? D'où vient-il pour arriver aujourd'hui vers le Saloum et vers le Cayor? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet itinéraire géographique? Oui, merci Mahmoudi pour la question. Ben, il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, que l'islamisation de l'Afrique occidentale, donc à partir du XIe siècle par les Almoravides, donc a entraîné la fluidité et la diversification donc des échanges commerciaux, donc que ce soit de l'or, du sel, etc., entre Berbères et Ouest-Africains. Et puis, ben, ces trous ont largement faciliter en fait le déplacement des nomades almoravides donc à l'intérieur des terres d'Afrique noire. Et puis parmi eux, il y avait beaucoup de descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient originaires de la Mecque et de ses environs. Et puis malgré en fait leur métier de commerçant, donc leur objectif était de participer à la propagation de l'islam en Afrique. Et d'ailleurs, l'ancêtre le plus éloigné, donc connu de la famille Ndjegen, donc un nom dérivé de Djagana, voire Djagan, mais serait originaire de la ville de Komar, donc qui est située à côté de la Mecque, donc en Arabie saoudite. Et puis, Chérif Suleiman, missionnaire donc de la deuxième vague almoravide d'origine hachémite, donc serait entré en compagnie d'autres descendants du prophète Mohammed en Afrique, donc à travers l'Éthiopie, par la ville de Yudum. Ensuite, de génération en génération, la famille Ndjegen se serait installée dans les différents grands empires et royaumes du Tekrour, donc du Ghana, du Mali, du Songhai, et puis dans l'empire tout couleur de l'Adi, Omar Tal. Donc ici, vous devez déjà avoir une première corrélation entre histoire des Ndjegen et progression de l'islam en Afrique noire occidentale. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Chérif Suleiman s'installa d'abord donc dans la ville de Fourou, qui est située en fait donc dans la région actuelle donc de Sikasso, qui est au sud-ouest du Mali. Donc puis dans la ville de Bandiagara, cette ville est située donc dans la région de Mopti, donc au sud du Mali, avec une partie de sa famille. Et puis l'un des petits-fils de Chérif Suleiman, donc Cheikh Mafatim Ndjegen, ainsi qu'une partie de la famille, se serait déplacée et installée vers le XIIIe siècle, donc à Guidimaha, qui se trouve être donc la 10e région administrative située au sud de la Mauritanie. Et puis l'installation dans cette région limitrophe du Sénégal avec le fleuve Sénégal comme frontière, finalement, durera une centaine d'années environ, donc selon certaines sources de la famille Ndjegen de Thiès. Et puis, durant cette période, l'un des fils de Cheikh Mafatim Ndjegen, donc à savoir Cheikh Ndjegen, et certains membres de la famille Ndjegen se déplacèrent au Fouta Toro, donc bordant la rive gauche du fleuve Sénégal, entre Dagana et Bakel. Et puis, la famille y est restée donc des dizaines d'années environ selon la source orale. Et puis, ensuite, Cheikh Malik Ndjegen, donc, qui est l'un des fils de Cheikh Ndjegen, se déplaça et fonda les villages de Chidji et de Kawiri Sidji, qui pourraient se situer actuellement entre Bakel et Tamba, donc au Sénégal, où donc la famille résida de génération en génération avant de fonder, donc à la suite d'une migration organisée, le village de Saki, ou Saké, si on peut dire, avant le début du XVIIe siècle. Et puis toujours dans cette logique d'expansion de l'islam, c'est à partir du village de Saki que deux descendants de Cheikh Malik Ndjegen, nés vers le milieu du XVIIe siècle, se séparèrent pour former chacun un village. Donc, il s'agit de Cheikh Mafatim Ndjegen et de Cheikh Malik Ndjegen, qui avaient pour père Cheikh Almami Ndjegen, qui serait né vers donc, le début du XVIIe siècle. Et puis, il faut voir que Cheikh Mafatim sera bien à l'origine du village de Namboul, qui est situé dans la communauté rurale de Boulel, qui se trouve dans l'arrondissement de Nibi, dans le département de Kaffrine, donc au Saloum. Et Cheikh Malik sera à l'origine d'un autre village dont le nom nous est inconnu. Et puis, c'est dans la communauté rurale de Boulel que naquit vers le début du
XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du moins, le fils aîné de Cheikh Ma Fatim Ndiéguène, donc qui s'appelle Cheikh Mahata Amina Ndiéguène, donc qui serait né vers le milieu du XVIIIe siècle. Et puis, nous faisons remarquer que Mahata Amina avait un petit frère du nom de Moussa Amina Ndiéguène. Et puis, à l'époque, il faut voir que la famille Ndiéguène était déjà bien installée dans le Saloum et ses membres étaient considérés comme de grands guides religieux. Donc, et puis, les sujets du royaume du Nukouman et du Saloum, donc les rois successifs y compris, donc espéraient grandement bénéficier de leur savoir exotérique et ésotérique. Merci, docteur. Donc, on va essayer juste de vous reprendre du pied avec cette dernière expression, donc de savoir ésotérique et exotérique. Donc, comme nous l'avons pu voir, la famille Ndiéguène est une famille très religieuse. Et quand on parle un peu de famille religieuse, voire une famille qui a vraiment un pied vraiment dans ce qu'on va appeler aujourd'hui le communautarisme religieux. Là, dans ce cas de figure, on va directement aller vers autre chose. Sur deux notions principales, à savoir le soufisme et le tidjanisme ou bien la tijania. Quel lien, quel rapport pouvez-vous faire entre la famille Ndiéguène et ces deux notions de soufisme et de tijania ou tidjanisme? Oui, évidemment, Pape, effectivement, nous ne pouvons parler de la famille Ndiéguène sans parler de soufisme, qui désigne donc à travers l'ascétisme l'amour, la sagesse, le souvenir du Seigneur permanent, l'auto-purification continue et totale du cœur et de l'âme, donc ce qui est l'état d'excellence ou de perfectionnement, donc ce qu'on appelle al-ihsan, sur tous les plans dans la voie de l'islam. Nous allons mettre le focus sur la Tidjaniya, donc, qui donc a été fondée donc, par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui reçut les conditions inhérentes de cette noble voie, donc de la part donc, de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif reçut l'ordre pour la Salatul Fatihi, également, donc, qui est une prière spéciale sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc une prière qui est hautement symbolique, et une autre prière particulière du nom de Jawharatul Kamal, dont l'énoncé magistral est un concentré de la connaissance de la réalité mohammedienne. Bon, pour comprendre la dimension, parce que quand on parle de Tijani, il faut quand même aussi essayer de comprendre la dimension de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Alors, pour comprendre donc, sa dimension, il faut savoir qu'il s'abreuva auprès de plusieurs savants, élevant sa spiritualité à chaque rencontre avant donc, de s'abreuver directement auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la source mère donc, de toutes les sources spirituelles. Et puis, depuis sa naissance, la voie Tidjane a fait son chemin depuis le Maghreb, avant d'entrer par la suite en Afrique occidentale, avec l'appui et l'influence donc, de grands savants et érudits soufis, comme le très réputé El Hadji Omar Tall, qui est d'ailleurs reconnu comme étant le plus grand propagateur de l'islam donc en Afrique de l'Ouest, à travers la confrérie Tidjane, bien sûr. Mais El Hadji Omar Tall reçut la litanie Tidjane une première fois avant d'atteindre l'âge de 30 ans des mains de Sidi Abdelkarim ibn Ahmed Taqil, qui fut initié par le grand savant Cheikh Mouloud Fall lui-même, qui lui-même donc a été initié à la Tidjaniya par Cheikh Mohammed al-Hafiz. Et puis El Hadji Omar Tall reçut une deuxième fois la noble litanie Tidjane, donc des mains de Cheikh Sidi Mohamed Ghali, qui fut initié à la Tidjaniya par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Et puis El Hadji Omar Tall donc, fut désigné par la même occasion représentant officiel de la voie Tidjane donc en Afrique de l'Ouest. L'expansion de l'islam sous la bannière de la Tidjaniya en Afrique occidentale, et particulièrement au Sénégal, qui compte actuellement près de 95% de musulmans, restera le plus grand succès d'El Hadji Omar Tall avant sa disparition dans les falaises de Bandiagara au Mali vers 1864. Et puis bien avant sa disparition, il initia de grands savants soufis qui eux aussi participeront à la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Et puis parmi eux, nous pouvons citer bien sûr Maba Diakhouba, le cheikh Maba Diakhouba, donc, qui était l'almami du RIP, donc le cheikh Mohamed Ibrahim Diallo qui initia El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack, le cheikh Al-Fahim Yorowele, donc qui est l'oncle de Seydi El Hadji Malick Sy, et un certain cheikh Mohamedou Ndiéguène, dit Modou Ndiéguène, qui est le père de Tafsir El Hadji Ahmadou
Baro Ndiéguène. Merci, docteur. Donc là, on peut bien voir carrément qu'il y a eu ce link, il y a eu cette connexion entre la Tijania, le soufisme et la famille Ndiéguène. Mais dans un autre point de vue aussi, on a vu que cette famille est liée un peu à la royauté. Donc, on parle un peu des rois de Ndoukoumane, donc par l'intermédiaire de la mère de Tafsir Amadou Baro, à savoir Sokhna Fatoumata Ndaw. Quel est ce lien de consanguinité royale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Merci, Pape Mody. Alors, je vais commencer par dire que malheureusement, Sokhna Fatoumata Ndaw est malheureusement peu connue à travers le Sénégal et dans le monde. Et pourtant, son histoire pourrait servir donc de modèle à cette jeune génération. Je vais même plus loin en disant que son modèle pourrait être enseigné dans les écoles et universités. Pourquoi? Parce que malgré son rang de princesse, elle accepta avec humilité d'accepter d'épouser un guide religieux, à savoir Cheikh Modou Ndiéguène, se sacrifia ainsi en délaissant finalement tous les désirs de ce bas monde et en écoutant c'est en écoutant les conseils et suggestions de son père, et puis le tout pour la bonne cause. À l'époque, nous le savons tous, le mariage était célébré entre des personnes de même rang. Donc, alors, pour comprendre vraiment d'où elle vient, Sokhna Fatoumata Ndaw, il faut connaître l'histoire de la dynastie des Ndaw Kounda du Sénégal. Alors, comme nous pouvons le voir dans le livre de Félix Brigaud, Histoire traditionnelle du Sénégal, il faut savoir qu'il y a eu 46 successions entre le premier Belep, donc Taguj Wali Ndaw, vers le milieu du XVIe siècle, et le dernier Belep, donc Kimintang, c'est le Belep Ibrahima Ndaw, dont le début de règne remonte à l'année 1902. Et puis, je dis toujours qu'une étude plus approfondie au cœur de l'ancien royaume donc, du Ndoukoumane, en fait, permettra de déterminer avec précision le père de Sokhna Fatoumata Ndaw, ou donc Fatoumata Bouya Ndaw, qui est la mère de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Donc, la question ici, c'est ça, les Ndiéguène sont issus d'une royauté, et puis maintenant, on sait que le père de Sokhna Fatoumata Ndaw, c'était un des Belep du Ndoukoumane, mais lequel Belep, ça reste à déterminer avec précision. D'accord. Donc, ça reste à déterminer avec précision. Mais au moins, nous sommes sûrs d'une chose. Aujourd'hui, quand on parle de la famille Ndiéguène, et puis comme nous avons un personnage clé dans cette famille, à savoir Cheikh Medou Ndiéguène. Qui était Cheikh Medou Ndiéguène dans la famille? Comment pouvez-nous peindre ce portrait de Cheikh Medou Ndiéguène? Oui, merci Pape. Effectivement, le Cheikh Medou Ndiéguène, c'est vraiment une des personnages clés de l'histoire de la Hadara Ndiéguène. En fait, c'est très, très simple. Le Cheikh Medou Ndiéguène est la porte d'entrée officielle de la Hadara Ndiéguène dans la Tidjania, même si certaines sources orales soutiennent que Mata Amina, son père, avait été initié auparavant à la Tidjania. Chose que le Cheikh Medou Ndiéguène fera après sa rencontre avec El Hadji Omar Tall. Donc, ce qui vient renforcer le fait que le Cheikh Mata Ndiéguène, donc, qui était son père, avait été initié donc, à la Tidjania, quelle que soit la version que l'on considère. Donc, la rencontre entre le Cheikh Medou Ndiéguène et El Hadji Omar Tall pourrait avoir lieu après 1841. Donc, bien après son retour de la Mecque vers 1831. Donc, période où El Hadji Omar Tall a fait beaucoup de tournées dans le Saloum, selon les archives qui parlent de la vie d'El Hadji Omar Tall. Soulignons que c'est le père de Cheikh Medou Ndiéguène, donc qui aurait dû être rencontré, Cheikh Mata Ndiéguène. Mais le poids de l'âge fut que c'est son fils, Cheikh Medou Ndiéguène, qui rencontra à sa place El Hadji Omar Tall. Et puis, les deux hommes passèrent ensemble la journée et El Hadji Omar Tall testa les connaissances de Cheikh Medou Ndiéguène sur tous les plans de l'éducation islamique. Et puis, s'apercevant que ce dernier avait été bien préparé par son père et qu'il avait le grade d'érudit, El Hadji Omar Tall l'initia donc à la litanie tidjane et l'éleva
au grade de dignitaire religieux après la prière de race, donc le troisième des 5 prières quotidiennes musulmanes. Ben, ainsi, ben, Cheikh Ahmadou Ndiéguène fut initié aux pratiques de la voie tidjane et reçut toutes les connaissances nécessaires pour mener à bien sa mission. Ben, il faisait quand même, il faut le reconnaître, il faisait quand même partie du cercle restreint qui a été initié à la Tidjania par El Hadji Omar, hein? Donc, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, il faut aussi savoir que par la suite, il lui conseilla, entre autres, fort de sa connaissance et de sa sagesse, donc en parlant de Cheikh Omar Tall, Cheikh El Hadji Omar Tall, de venir s'installer dans la localité de Kassas, sur leur lieu de rencontre. Bon, le but était ben, sans doute donc, de pérenniser l'islam dans tout le royaume du Noukman, donc à travers la voie tidjane. Donc, vous aurez compris donc, ben, qu'un maillage spirituel était l'un des objectifs majeurs donc, de El Hadji Omar Tall. Et puis, ben, à la disparition de Cheikh Mahata Amina, donc le père de Cheikh Ahmadou Ndiéguène, ben, Cheikh Ahmadou Ndiéguène, en tant que chef de famille, prit la décision de s'établir sur le lieu où il avait rencontré son maître, El Hadji Omar Tall, dans le village de Kassas. Et puis, il faut voir que chaque année, il y a un pèlerinage annuel que la famille Ndiéguène fait chaque année, donc dans ce même village de Kassas.